quand notre ami, Monseigneur Jean-Paul Descaux, a proposé l'horaire, tout de suite, j'ai réagi. Après une petite réflexion, j'ai dit pourquoi. Parce que notre invité, l'architecte Xavier David, a un emploi du temps chargé. Il fait l'effort, donc après une journée de chantier, de détails techniques, j'imagine des tracasseries avec les entreprises, il fait l'effort de venir nous parler de son travail en fin de journée. Ce n'est pas une chose aisée. Donc pour nous, c'était simple. C'était soit prendre ça, ou alors rien du tout. Donc entre vous et moi, le choix est tout indiqué. Donc merci, monsieur Xavier David, pour cet effort. Monseigneur Jean-Paul Descaux, merci pour la collaboration. Faisal, merci. Tu as été pour quelque chose dans cette collaboration. Et je tiens à signaler la présence de nos responsables. Notre cher doyen qui nous honore à chaque conférence, il est présent. Bien qu'il ne soit pas architecte, il est ingénieur en génie civil de formation, mais il s'intéresse à nos activités et il s'intéresse surtout aux conférences que nous organisons au sein de l'université. Nous avons parmi les invités M. Khallafi, notre ex-doyen. Merci d'être venu. Je ne vais pas citer tout le monde, mais merci à toutes et à tous d'être venus. Je remercie tout particulièrement notre ami et collaborateur Robert Aïn Belchofi, parce qu'il fait le déplacement, il vient de Mostagana. Et c'est fait pour nous encourager encore dans cette voie. Donc merci Nabil, et c'est bien que tu sois là. Voilà, je ne vais pas tarder, je vais tout de suite parler de la revue Medinati. Je ne sais pas pour ceux qui l'ignorent encore, c'est une revue qui existe depuis bientôt 2 ans, et on est pratiquement à la 6e publication. Vous voyez sur le visuel des images des premières, c'est positionné dans le sens chronologique. Donc nous avons tout à fait en haut à gauche le numéro 0, c'était le numéro de lancement. Après, nous avons le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5, le tout dernier. Justement, cette conférence a été organisée donc, à la faveur de la présentation du numéro 5. Et c'est aussi, elle a été organisée avec M. Xavier David, parce que justement, à l'occasion de la préparation du numéro 5 de Medinati, nous avons eu l'occasion de faire la visite de chantier avec lui. Et il nous a donné quelques explications par rapport au chantier. Donc, et qu'il va expliquer tout à l'heure, c'est sûr qu'il va aborder un certain nombre de points. Et nous avons trouvé qu'il était intéressant de faire quelque chose par rapport à ce projet emblématique pour la ville d'Oran. Emblématique, on en discutera si vous voulez tout à l'heure, mais pour nous c'est un projet qui est intéressant, qui intéresse la ville, qui intéresse les habitants de la ville et qui intéresse le monde de l'architecture en général. Donc le numéro 5 a été préparé sous l'angle un petit peu de l'hommage qui a été consacré au grand architecte André Ravero. Donc si tu peux le suivre. Pour rappel, nous avons eu le plaisir et l'honneur d'accueillir Maya Ravero, qui est architecte et fille d'André Ravero, ici même dans cette salle, qui avait donné une conférence donc, en octobre 2017. Et nous avons consacré un dossier sur le travail, le travail et l'œuvre d'André Ravero, où nous avons cité ses contributions par rapport à l'architecture vernaculaire, et notamment à Alger et à Rader. Dans le cadre de chaque numéro, nous consacrons un dossier, et le dossier de numéro 5, il a été dédié à l'habitat au Maghreb, et on s'interroge
sur le fait de la projection, donc si un compromis était possible entre l'usage et la projection, ce qui est prévu. Et tout à l'heure, je vais donner la parole au professeur Madani pour nous présenter le dossier donc, du numéro 5. Et je pense qu'il va le faire de manière assez sommaire pour permettre à notre ami d'intervenir par la suite. Aussi, ce numéro a été marqué, parce que a été marqué par une participation de taille d'un artiste, Denis Martinez, qui revendique son algérianité et qui nous parle d'un nouveau concept qu'il est en train de lancer sur la communication artistique. C'est la fenêtre avant. Et je ne sais pas si voilà. C'est à peu près les dernières œuvres de Denis Martinez, elles sont datées et il nous fait l'amitié de contribuer dans ce numéro parce qu'il a vu que l'esprit de la revue était porté sur l'ouverture sur la culture en général et l'art en particulier parce que la proximité de l'architecture et de l'art n'est plus à démontrer. Aussi, nous avons eu comme contribution un travail d'un ancien cadre de l'État, un ancien directeur central du ministère de l'Habitat, M. Hamash. Non, ça fait c'est le dernier, je prends le dernier. Voilà, le dernier. Ici. Je prends celui-là, voilà. Sidi Hamash nous parle de la situation normative. Là, vous voyez les visuels par rapport à André Raveillot, ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Non, c'est avant. Donc je disais que Sidi Hamash nous parlait de la situation de la construction en Algérie, où il y avait une situation de normes et de hors normes, c'est-à-dire des constructions qui sont cadrées par la norme et d'autres constructions qui sont vraiment hors normes. Et ça, c'est la contribution donc, de notre ami Roubaï par rapport à l'hommage à André Raveillot. La contribution de sa fille Maya Raveillot. Après le dossier. Tu vas à la page directement à la page 53. 53. Voilà. Et ici, j'aimerais bien marquer un petit arrêt, parce que dans chaque numéro, nous consacrons un petit travail sur un projet architectural. Comment on choisit le projet architectural qui est nouvellement construit, qui ne traite pas de la restauration ou bien du patrimoine? C'est beaucoup plus par rapport à un résultat que nous estimons, donc l'équipe de la rédaction et les architectes qui nous conseillent, que nous estimons assez correct. Ça, c'est l'exemple d'un projet, d'une clinique à Alger, Alger. Et la particularité de ce projet, c'est que l'architecte a dû travailler sur une carcasse existante. Donc, c'est une modification, on va dire, c'est une reconstruction c'est une reconstruction de projet par rapport à une situation inédite. C'est-à-dire, il y avait une carcasse avec des dalles. Lui, il a remodelé cette carcasse pour obtenir une clinique qui a, d'ailleurs, c'est une clinique que nous avons visitée et qui a, à notre avis, beaucoup de qualité architecturale. À la fois sur le plan extérieur, donc volumétrie extérieure et façade extérieure, et aussi sur les espaces intérieurs. La page suivante, nous proposons aussi quelques plans, parce qu'il s'agit de plans d'architecte, pour essayer de visualiser un petit peu les espaces à l'intérieur et la disposition spatiale entre les différents composants du projet. Donc, la suivante. Voilà. Il y a aussi quelques coupes des façades et des vues d'ambiance, à la fois de l'extérieur, plutôt de l'intérieur et de l'extérieur du projet. Et ce projet a été donc réalisé par le confrère Lounès Mesroudi, qui est basé à Alger, et qui a été primé, donc il a été prix national d'architecture en 2012.
Ici, nous abordons un événement assez particulier. C'est l'initiative de l'école, plutôt de l'Institut d'architecture de Blida. C'est un institut, à la différence donc, de notre département, c'est l'Institut d'architecture de Blida, qui a consacré une journée donc, où il y a eu un thème débattu, mais en même temps, ils ont organisé un hommage aux aînés, donc, et où ils ont honoré tous les retraités. Ils ont pu regrouper tous les retraités encore vivants au sein d'une même salle pour débattre un petit peu de l'enseignement de l'architecture, et vers la fin, il y a eu un hommage qui leur a été donné, et Madinati a été invité justement à cette séance et à cet événement. Je terminerai pour dire et pour insister sur une rubrique assez particulière qui nous est très très chère dès le départ. Donc, elle est chère à l'équipe de Madinati. C'est cette rubrique que nous consacrons à la littérature. Donc, ville et littérature. Et c'est là où nous abordons les travaux. C'est là où nous abordons les travaux de romanciers qui parlent de la ville. Donc, pour nous, l'architecture ne s'arrête pas aux faits construits, mais c'est beaucoup plus aussi, ça va au-delà. Et nous traitons un petit peu de la partie littéraire, de la partie romancée, du vécu de la ville. Et pour cela, il n'y a pas mieux que les romanciers pour nous parler de ça. Ici, dans le cadre de ce numéro, nous avons donc fait appel à une ancienne collègue, Madame Farida Gourmala, qui est actuellement à Toulouse et qui a fait une étude assez critique pour proposer la vision de Mohamed Dib par rapport à Dars Betar. Et en prononçant Dars Betar, c'est bien sûr de l'habitat que nous parlons. Et à chaque fois que nous traitons la partie littéraire, nous essayons que cette partie littéraire soit en adéquation avec le dossier qui est traité dans le numéro. Et justement, ça me permet de faire le lien et de donner la parole au professeur Madani, de nous parler du dossier qui a été traité de manière assez succincte, qui a été traité dans le cadre du numéro 5 de Madinati. Donc, M. Mohamed Madani, à vous la parole. C'est des projets nationaux de recherche, le PNR, qui ont été réalisés par un certain nombre d'équipes dans les grands ensembles d'Oran-Est, notamment la zone de Lusto, Haye de Yasmine et Haye Sabah. Donc, c'est des enquêtes qui ont mis l'accent sur le rapport des gens à leur habitation. Et donc la question d'ailleurs que pose le professeur Haji, c'est la suivante: est-ce qu'il y a des manières d'habiter et des types d'habitat qui sont plus adaptés par rapport au mode de vie? D'accord. Donc effectivement, on sait que parfois, même si on donne des logements aux gens, mais il y a des fois inadéquation, il y a problème, ce qui fait que on parle aussi mal logement par rapport, même si on a le logement. Hein. Donc il y a une adéquation qui se pose. Et bien entendu, les résultats que nous donne le professeur Haji peuvent être utilisés par les architectes pour mieux cibler un peu la conception du logement. Ensuite, on a une deuxième communication, plutôt contribution, c'est d'une collègue actuellement en retraite, Amara Bokouch, qui elle s'intéresse beaucoup plus aux espaces extérieurs, les espaces verts. Et donc là aussi on reste sur le terrain des grands ensembles d'Oran, et elle aborde ça sous l'angle de l'écologie urbaine. Donc l'auteur là aussi pose la question de l'aspect végétal dans les cités d'Oran, et elle propose deux choses intéressantes. Tout d'abord, elle propose l'appropriation encadrée à travers la végétalisation, à savoir que les habitants, on peut leur laisser une certaine liberté de s'approprier l'espace à travers le végétal, bien sûr tout en mettant des garde-fous pour qu'il n'y ait pas des abus. Et elle propose aussi une démarche participative où les habitants pourraient être intégrés dans des structures collectives. Et elle termine en insistant sur la nécessité pour les architectes de décoder un peu à travers les pratiques de végétalisation comment les habitants donc vivent et s'approprient l'espace. Ensuite, on a deux contributions qui se suivent, qui sont un peu dans la même logique, c'est-à-dire l'habitat colonial, l'habitat de la période coloniale en Algérie et en Tunisie.
Donc là, pour la première contribution de Zembouji Zahaf Samia, elle nous vient de l'école d'Alger, l'école polytechnique d'Alger, et elle nous emmène au quartier de Chaux-Manœuvre à Alger, où elle aborde l'analyse d'un immeuble-bar sur pilotis édifié au cours des années 50. Donc là, elle s'intéresse à cet espace, et donc elle investit une discipline intéressante pour l'architecte, c'est la sémiologie, c'est-à-dire donc l'étude des sens qui sont investis, des significations qui sont investies dans l'espace initial, lorsque l'immeuble a été construit au cours des années 50, notamment par le courant moderne, et aujourd'hui, à partir des années 70, les transformations qui ont été introduites par les habitants, et bien sûr qui vont changer la signification de cet espace, puisqu'on, par exemple, il y a des espaces qui vont être clôturés, il va y avoir des transformations importantes. Et elle utilise une technique qui est assez intéressante pour l'architecte, ce qu'elle appelle la space syntax. Et donc cette méthode, elle permet de découvrir le code qui fait que dans les pratiques, on intervient sur l'espace d'une certaine façon. Concernant la deuxième contribution de Suissi Belhamid Hazem, donc elle s'intéresse aux immeubles de rapport dans l'hypercentre de Tunis. Et donc, elle essaie de voir un peu ce que recouvre aujourd'hui dans l'hypercentre de Tunis ce type architectural et urbain qui a été construit au cours du 19e et 20e siècle. Et elle nous dit qu'il représente pratiquement la composante principale du patrimoine colonial à Tunis. Donc là, elle pose une problématique importante qui devient un peu sensible aujourd'hui dans les pays du Maghreb. C'est la question du patrimoine colonial. Qu'est-ce qu'il faut en faire et quelle position prendre par rapport à ça. Et bien entendu, elle insiste sur le dialogue qu'il doit y avoir entre deux cultures et deux architectures et sur la nécessité de préserver le patrimoine de l'hypercentre de Tunis. Et puis le dossier se termine sur une contribution qui nous emmène au sud algérien avec Haj Mohamed Naïma, et elle aborde la question des modes d'habiter, c'est-à-dire le rapport entre l'habitant et son espace, à travers la question de la centralité et elle voit aujourd'hui comment dans les maisons modernes mais qui gardent un cachet traditionnel, comment la question de la centralité est traitée. Et effectivement, elle montre que malgré les mutations urbaines de la ville, la question de la centralité reste une question centrale, malgré que cette centralité, elle se modifie au cours du temps, et donc les habitants introduisent de nouveaux éléments, de nouvelles formes par rapport à cette question de la centralité. Donc pour conclure, il y a 3 points sur lesquels je voudrais insister. Donc là, le premier point, c'est de dire que en Algérie ou là au Maghreb, la crise de l'habitat, ce n'est pas seulement une pénurie quantitative de logements, mais il y a aussi une crise plus profonde qui réside dans le mode d'habiter. Puisque en Algérie, on n'a pas encore, par exemple, trouvé la solution pour répondre aux aspirations qualitatives des gens, des habitants, pour avoir la preuve, c'est que souvent, une fois qu'on a un logement dans une cité collective, on s'empresse de déménager vers une maison individuelle ou d'autres types d'habitats. Deuxième point qui ressort de ce dossier, et comme le titre l'annonce, c'est que au niveau de la rédaction, on préconise une sorte de compromis entre architectes, concepteurs et la demande sociale dans les différents pays. Et enfin, troisième conclusion, ça a été de montrer, c'est la leçon un peu de ce dossier, c'est de montrer que l'aventure de l'habitat ne s'arrête pas à la conception des projets et des plans, mais qu'elle se construit dans les interactions entre les usages et les modes d'habiter. Et une fois que le projet architectural est terminé, donc il va subir des changements, il va subir des interactions avec les gens qui vont utiliser ce projet. Et donc, il est nécessaire d'anticiper ces changements dans le dialogue avec les habitants, avec les utilisateurs. Je vous remercie. Merci, M. le Président. De faire partie de cette aventure de Madinati. J'espère qu'on va travailler à un numéro spécial de Madinati sur Santa Cruz et sa rénovation. Donc en tant
très brièvement, en tant qu'évêque d'Orange, donc je suis maître d'ouvrage de cette restauration qui a commencé il y a bientôt 4 ans, entre le moment des études et puis l'achèvement des travaux dans 2 mois à peu près. C'est à peu près 4 ans qui se sont passés. C'est une aventure compliquée, évidemment, ça ne va pas de soi. C'est une très belle aventure. C'est très beau de pouvoir réaliser ici en Algérie la rénovation d'un patrimoine voilà, qui a beaucoup de sens, je crois, qui dit quelque chose de l'Algérie, y compris dans son acceptation. En tant que maître d'ouvrage, dans cette grande aventure, je peux vous dire à vous qui êtes étudiant en architecture que l'aide précieuse d'un architecte maître d'œuvre n'a pas de prix. Voilà. Et que c'est extraordinairement important de pouvoir s'appuyer sur un architecte qui à la fois connaît son métier, qui est engagé, qui le vit comme une vocation. Tout ce que je vous souhaite, tout ce que je vous souhaite de vivre. Alors je sais pas, un certain nombre de difficultés seront abordées. Peut-être qu'en conclusion, je pointerai les moments où il a été essentiel pour moi, maître d'ouvrage, de pouvoir m'appuyer sur un architecte de grande qualité. Parmi les qualités de Xavier, et je le laisserai se présenter parce que voilà, sa raison d'être ici en Algérie, parce qu'il a une grande histoire avec l'Algérie, depuis maintenant une 12aine d'années. Il est venu chaque mois, pendant plusieurs jours. Mais l'une des choses qu'il avait à cœur, et que nous avions ensemble à cœur, c'est de transmettre. C'est de transmettre ce qu'il pouvait, ce que nous pouvions, de savoir et d'expérience. Nous l'avons essayé à différents niveaux. Nous avons fait des échanges entre des écoles de commerce, nous avons fait avec aussi des jeunes en formation dans les métiers du bâtiment, avec SDH, Hawass est là, et nous avons voulu le faire aussi avec des architectes. Alors ça a été, monsieur le doyen, pardonnez-moi, ça a été de façon un peu empirique, en fait, voilà. Mais chaque mois, Xavier David venait 2 jours à Oran et il prévoyait une après-midi pour accueillir un groupe. Donc, par rythme d'une vingtaine de personnes, il y a eu 5 ou 6, je ne sais plus, parce qu'il n'y a pas eu que des architectes, groupe de jeunes qui sont venus, qui ont visité un chantier. C'était des étudiants architectes avec un architecte pour rentrer dans les questions. Donc ça a été offert à tout le monde, à une centaine. Et après, à tout cela, nous avons offert 3 séances en salle. Une première séance était avec des spécialistes, le chef du bureau d'études et le chef de service du service lumière de la ville de Lyon, qui est extrêmement réputé, pour expliquer ce qu'est un projet de mise en lumière d'une ville, puisqu'il y a un projet de mise en lumière du fort, de la petite mosquée qui est en haut, du sanctuaire et puis de la grande mosquée Ibn Bahadis. On a fait une 2e séance de formation avec Xavier David sur toutes les difficultés techniques rencontrées et en s'attachant spécialement à l'une d'elles qui paradoxalement était très importante dans ce chantier, qui était toutes les pathologies, parce qu'il y avait à peu près un grand nombre, beaucoup de pathologies, un catalogue des pathologies du béton. Voilà, donc ça c'était une séance. Et puis on a fait une 4e séance autour de qu'est-ce que cela signifie une mission de maîtrise d'œuvre pour une rénovation d'un édifice, d'un monument historique. Voilà. Comment est-ce qu'on s'y prend quand on est architecte? Quelles sont les méthodologies, les pièges et tout ça. Et puis finalement, cette séance que nous offre Madinati, cher Djilali, c'est aussi une 5e. Cette fois-ci, nous sommes invités à l'université. Voilà. Donc c'est évidemment, on clôture en beauté cette espèce de possible transmission. Je te laisse la parole pour te présenter brièvement et puis exposer ce que tu veux. Je suis architecte, je suis historien de l'art. Et en 2003, alors que j'étais en train de restaurer la basilique Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille, je ne sais pas si vous voyez cette basilique qui domine le fort, j'ai été interrogé par le recteur de la basilique de Notre-Dame d'Afrique
Ces deux édifices sont un peu en face l'un de l'autre. Et il m'a été demandé une expertise, enfin une sorte d'expertise un petit peu spontanée de Notre-Dame d'Afrique, qui était dans un état de désolation complet, d'autant qu'elle avait été secouée par le dernier des tremblements de terre de 2004. J'arrête là, ce sont les prémices de mon arrivée, de mon histoire en Algérie. Aujourd'hui, c'est 10 ans plus tard. Nous avons restauré Notre-Dame d'Afrique à Alger, nous avons restauré Saint-Augustin à Annaba. Et aujourd'hui, c'est Notre-Dame de Santa Cruz à Oran. On m'a demandé un exposé pratique, c'est ce que je vais vous proposer, c'est-à-dire des images. Je vais montrer les choses, je ne vais pas énormément parler, je vais d'abord les montrer. Est-ce qu'on n'éteindrait pas les fluos? Oui, c'est bon. Voilà. Et puis on va regarder si ça marche. Peut-être éteindre encore un peu plus. Hein? Bon, allez, c'est parti. Vieille carte d'Oran. Je l'ai trouvée un petit peu par hasard. Elle nous montre la position privilégiée du sanctuaire de Santa Cruz. Mais ce qui est extraordinaire pour moi, c'est d'abord cette montagne du Mujajo. Quand on commence à la gravir, on a des roches un petit peu molassiques, un petit peu sableuses, et puis plus on monte, plus la roche devient de qualité intéressante et exceptionnelle. Et arrivé en partie haute, on a des roches à dominante orangée, mais qui déclinent toutes les teintes des autres. On a du rouge, on a du bleu, on a même un petit peu de violet, de tout. Donc d'abord, une très belle montagne d'un point de vue paysager, une montagne très bien placée, puisqu'elle domine la ville d'Oran. Les militaires ne s'y sont pas trompés, puisque déjà depuis au moins 4 ou 5 siècles, il y a là-haut un fort. Remarquons la qualité de ce fort. Les militaires sont des gens pratiques, ils prennent les cailloux et les rochers au plus près, donc en teinte, on est dans la bonne couleur. Au niveau des formes, ils évitent les tirs de canon et ainsi de suite, donc on est un petit peu arrondi. Ce fort, pour moi, a beaucoup de qualités expressives. Il ne défigure pas trop le paysage. Et puis en dessous, il y a le petit sanctuaire de Santa Cruz avant sa restauration. Lui aussi occupe une position très privilégiée, en belvédère sur la ville. Il est ici très blanc, parce qu'il a été peint et repeint plusieurs fois en blanc. Mais le blanc n'est pas une couleur adaptée pour une aussi belle montagne. Regardez la couleur du fort, regardez la couleur des rochers. Donc ça sera aussi l'esprit de cette restauration. Il ne s'agit pas de faire un sanctuaire, un monument historique blanc et flashy. Non, il faut essayer de composer avec la montagne, avec ses couleurs, avec ses formes. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Le fort qui coiffe la montagne. D'un côté, la mer. De l'autre côté, la ville, avec, en belvédère, en balcon, le site de Santa Cruz. Cette vieille photo, elle est intéressante. Pourquoi? Dans l'exposé qui va suivre, je ne vais pas être exhaustif, on n'en a pas le temps. Je vais pointer dans la phase des études un certain nombre de choses qui me semblent originales et intéressantes, et je vais pointer dans la phase chantier un certain nombre également de pathologies ou de désordres. Je ne vais pas être exhaustif. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que en 1850 commence l'histoire de Santa Cruz. Voilà. C'est celle-là. Bon, elle n'est pas belle cette photo. Elle n'est pas belle, mais qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'on est, d'abord on n'est pas en 1950, on est en 1956 sans doute. Vous voyez les galeries construites. Elles ne sont pas achevées puisqu'il y a toute la brique qui est visible, tout ça c'est pas encore enduit. Mais le plus étrange,
c'est cette tour en pierre de 1873. Que lui est-il arrivé? Quelle idée est passée par la tête, pardonnez-moi monseigneur, du diocèse à cette époque-là, de l'évêque à cette époque-là? Cette tour, elle a 3 étages sur soubassement. Eh bien, elle a été décapitée du 3e étage. Et ce qu'on voit ici, c'est une espèce de socle campanile en béton armé sur lequel on va réinstaller la statue de la Vierge. Voilà. Ça me semble une curiosité assez inhabituelle. Cette rencontre entre un bâtiment de 1873 remanié dans les années 1950. On va le regarder de près, c'est quelque chose d'intéressant. Je vais essayer de trouver la bonne... Voilà. Là, on est dans un chapitre d'études, donc d'abord la tour de la Vierge. Vous voyez qu'elle n'occupe que le petit carré en partie haute, alors que tout le sanctuaire s'étage. Ça, c'est pour rappeler que c'est en 1849 et 1850 qu'on va construire cette petite chapelle très modeste et pas très bien fichue. Quand on arrive sur la tour, on sait qu'on est à Oran, on sait que cette tour est là, elle est là depuis un certain temps. On va commencer par vérifier sa verticalité. Donc en mesure laser, on va vérifier qu'elle est bien verticale. Deuxième question, est-elle bien fondée? Elle est quand même très en avant au bord du vide. Eh bien oui, elle est bien fondée, puisqu'on a fait des fouilles au bas des fondations pour reconnaître le rocher. Cette tour de 1873 a été retravaillée de cette façon un petit peu inhabituelle. On dit qu'elle est bien construite, on dit qu'elle est posée sur un bloc de rocher, on dit qu'elle est bien verticale. Et puis, en 1800, entre 50 et 56, on va déposer la statue de la Vierge, on va la descendre. On va couper le 3e étage pour le reconstruire en béton armé. On va chemiser en béton armé la hauteur du 2e étage. Seul le 1er étage restera en pierre de taille. Alors, les matériaux, il y en a 5 ou 6. En partant d'en haut, c'est de la fonte. Sur les 5 ou 6 matériaux, il y en a 2 sur lesquels on va s'arrêter, qui présentent un intérêt technique particulier. C'est la fonte et c'est le béton. Alors, cette statue en fonte, elle était dans un état de dégradation très très avancé. Sa dernière mise en peinture date des années 1951, probablement, entre 51 et 56. Et depuis cette époque-là, elle avait subi tous les intempéries, et à travers les joints des éléments qui la composent, l'eau de pluie s'était infiltrée, et donc elle était corrodée non seulement en extérieur, mais aussi en intérieur. Voilà. Donc on a fait des prélèvements de la fonte pour pouvoir bien la caractériser. Et on a confié à une entreprise spécialisée sa restauration. On le verra dans la phase chantier tout à l'heure. Le deuxième matériau, c'est la pierre. Alors là, on a une très belle pierre. On a fait des prélèvements, on les a confiés à un laboratoire. Donc, cette pierre, c'est un grès à ciment calcaire qu'on trouve au sud de la grande Setka, c'est ce que disent les cartes géologiques. Je vous avoue que je n'ai pas trouvé la carrière, mais en tout cas, c'est une pierre proche le rang et de belle qualité.
On en arrive au béton, qu'on regardera plus en détail dans la deuxième partie des visuels. Dire seulement que ces bétons, quand je disais tout à l'heure que c'était un vrai catalogue, c'est qu'ils ont été utilisés dans toutes ces possibilités. On est au début des années 1950. On commence à comprendre et à voir toutes les possibilités que le béton permettra de faire en architecture, mais on n'a pas encore de recul sur ces pathologies. On n'a pas encore compris que les sels marins pouvaient l'altérer, on n'a pas encore compris que la pollution urbaine pouvait aussi l'altérer. On ne maîtrise pas l'enrobage des armatures, on n'a pas les petits écarteurs qu'on a aujourd'hui. On met les armatures dans le coffrage et puis on coule. Voilà, donc un usage enthousiaste du béton. On va en avoir en poteau, en structure, en plancher, en préfabrication, en dallage, mais un béton mal maîtrisé techniquement, et ça va être le gros du chantier de restauration en cours. Sur ces images, vous voyez les armatures affleurantes qui font éclater le béton. Donc, enthousiasme pour l'utiliser en toutes sortes d'ouvrages, pas de véritable maîtrise de sa composition et sa technique, mais par contre au niveau esthétique, ici à Santa Cruz, ils ont fait un magnifique béton puisqu'ils ont utilisé des granulats et des agrégats de pierres et de cailloux de la colline. Ils ont utilisé un sable ocre proche de la colline. Et enfin, ils l'ont coulé et ensuite ils l'ont bouchardé. C'est-à-dire que c'est du béton armé, mais on le travaille encore comme on travaillait la pierre. On le boucharde, on le laye, on le cisèle. Donc au niveau expressif, vu d'un peu loin, on ne sait pas que c'est du béton. Je pense que le plus grand nombre des visiteurs de Santa Cruz ne voient pas que la partie du haut c'est du béton. Hein. C'est un béton armé qui, par sa nature et sa composition, a la teinte de la pierre et qui, par son travail superficiel, par deux parements, ressemble aussi à la pierre. Sauf que ce travail de parement, c'est-à-dire de bouchardage, de layage et de ciselure à la façon de la pierre, va aggraver la faiblesse et la pathologie du béton. Un béton lisse, même s'il est un petit peu perméable, la pluie elle entraîne les sels et toutes les autres cochonneries, la pluie s'écoule. Sur un parement blessé par la boucharde, la pluie ne s'écoulera plus de la même façon, les sels, la pollution resteront fixés, et même ce parement abîmé est devenu plus vulnérable. Ça, c'est un phénomène qui nous a étonnés. Cette tour, elle est bien verticale, elle est bien fondée, elle est solide, mais tous ces joints, d'en haut jusqu'en bas, sont friables. Alors, ils sont friables en partie haute, mais quand on est dans cette partie-là, c'est-à-dire sur la hauteur du premier niveau, là où il y a les grandes arcades, les joints, regardez combien ils avaient été vidés. Donc il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène d'érosion du vent, d'érosion éolienne. Et effectivement, là on a des tourbillons qui se créent. Et c'est là que les joints sont les plus dégarnis. Et puis un autre phénomène, c'est la sismicité d'Oran, d'Oran et de l'Algérie. Il y a toujours des petites secousses. Or, cette tour n'a subi aucun désordre structurel.
peut-être aussi, j'ai interrogé un ingénieur spécialiste en paraséismique, qui me dit chacun de ces joints de pierre encaisse l'énergie du séisme. Donc ça explique que ces joints sont devenus sableux, ils ne sont plus durs, parce que dans les séismes successifs, une bonne part de l'énergie du séisme a été absorbée par les joints, mais sans aucun désordre structurel. Et puis il y a les autres constructions. Alors là, on n'est plus en 1873, on est un siècle plus tard. Au début des années 1950, on va commencer par construire l'esplanade et la grande galerie qui l'entoure. La chapelle de droite ne démarra qu'en 1956. Voilà, ça c'est un petit peu tout l'historique qui nous montre comment ce sanctuaire qui a l'air si simple aujourd'hui, en fait, c'est construction, démolition, rehausse, terrassement gigantesque, galerie, et ainsi de suite. Là, on est sur la phase de la construction de la coupole de la chapelle. Bon, ce plan, donc, il nous montre l'ampleur du sanctuaire, avec la tour en trou qui s'avance vers le vide, cette grande galerie cette grande esplanade un peu étonnante, ce retard un peu étonnant. Alors, en système constructif, on est dans les années 50, donc on aime bien le béton, donc il y a quand même beaucoup de béton, mais on est à Santa Cruz. À Santa Cruz, il n'y a pas d'eau, et s'il faut monter des matériaux, ça va être très difficile et très cher. Donc, on sera en béton, mais simplement en ossature. Par contre, tous les remplissages, ça sera de la brique. Alors, de la brique mince pour les voûtes des galeries, de la brique plus épaisse quand c'est en mur ou en acrotère. Donc, une construction intelligente. On est en béton armé pour la solidité et la structure. On en trouve en protection dure des terrasses. On en trouve en colonnes porteuses. On en trouve ensuite en dôme, en coupole et en chape. On trouve du béton préfabriqué pour des emmarchements. On trouve des planchers en béton armé. Sous ces terrasses-là, on a des planchers en béton armé avec ces pathologies. On en trouve en couvertine sur des acrotères, en protection des terrasses. Alors, chacun de ces bétons, la mise en œuvre de ces bétons a ses pathologies. Quand on est en couvertine, eh bien, on va avoir tous les nez de couvertine mal enrobés et les armatures vont faire éclater les nez de couvertine. Ces dalles en béton, elles nous cachent de l'étanchéité sans trop de... Mais le principal problème, ça va être les planchers briques et béton. À cette époque-là, il y avait tout un tas de brevets pour faire du plancher en poutrelle, béton et briques. Ça, c'en est un parmi d'autres. Vous voyez qu'on commençait par coffrer les planchers des briques, et ensuite on mettait des armatures et on coulait dans les réservations de la brique des poutrelles. Alors ce qui est malheureux, c'est que
L'étanchéité a fini par s'affaiblir, l'eau a commencé à rentrer, l'eau a corrodé les armatures en béton et la brique ne supporte aucune dilatation, elle fissure, elle éclate. Et on a donc tous les planchers des terrasses qui se sont progressivement disloqués. Les colonnes en béton, regardez le pied de béton également corrodé. Le béton préfabriqué des emmarchements, lui aussi a éclaté. Les charpes de couverture un petit peu aussi se sont fissurées, les escaliers. Alors les enduits, eux, ont une autre pathologie. Vous voyez la brique qui affleure sous les enduits. Ces enduits, ils sont très inégaux en qualité. C'était étonnant. C'est seulement en faisant des prélèvements et en envoyant ça en laboratoire qu'on a vu que certains enduits avaient été gâchés avec du sable de mer non lavé. Vous connaissez Oran, d'un côté il y a la mer, quand on recule par derrière il y a encore des champs qui sont sablés, qui sont salés. Donc le sel est un ennemi de la construction et à mon avis à Oran plus encore qu'ailleurs. Et effectivement, on trouve dans certains mortiers, on trouve des coquillages, c'est-à-dire que c'est du sable de mer. Mais le sable de mer, c'est pas très grave si on le traite convenablement, hein, parce que les chlorures qui sont dans le sable de mer, si on le lave bien, ou si on attend quelques saisons et quelques orages, des cycles d'orage, il ne reste plus beaucoup de sel et de chlorure dans le sable de mer. Mais quand on a voulu aller un peu trop vite, on a des pathologies sur les enduits. Bon, les revêtements de sol, ça c'était, pour être plus explique, il y a une très belle calade au milieu de l'esplanade et il y a une petite mosaïque de grès en intérieur. Voilà, ça c'est brique et calade. Et on arrive maintenant sur le chantier. Alors, on commence toujours par le plus haut et le plus difficile. Hein. C'est une bonne façon de commencer un chantier. Donc, on va commencer par la statue de la Vierge, par échafauder la tour et la statue de la Vierge. Voilà. Donc, on arrive enfin jusqu'en haut. On voit l'état de désolation dans laquelle elle est. Il y a une couleur blanchâtre, derrière il y a des reflets rouges. À cette époque-là, on utilisait encore le minium de plomb, qui était un excellent anti-rouille, qui aujourd'hui n'est plus utilisé. Regardez jusqu'au visage endommagé, jusqu'à l'aile du nez qui a été érodée. Et on va commencer par démonter, par élément, toutes les pièces. On les démonte. On va les décaper, on décape. Mais à peine a-t-on décapé que tout de suite une fleur de rouille se reforme. Donc il faut brûler la fonte, pour que la fleur de rouille ne se reforme pas trop vite et qu'on puisse la mettre en peinture. Alors on a eu un effet assez étonnant. Dans l'une des phases du traitement, elle est devenue complètement orangée. Et effectivement, c'est une fonte dans laquelle il y a pas mal de soufre. La fonte, c'est un alliage. Partant de là, on ne peut pas dire la fonte, il y a des fontes. Et celle-ci, à l'évidence, a beaucoup de soufre, mais elle est également très poreuse. C'est une patine naturelle après nettoyage, hein, cette couleur orangée. Voilà. Donc,
décapage, restauration, reconstitution des lacunes en résine, et très vite remise en peinture. Alors primaire époxy, hein. C'est une façon d'avoir un primaire anti-rouille qui adhère tellement bien à la coque en métal que la rouille a plus assez d'oxygène pour respirer, hein, de façon un peu triviale d'en parler. Et finition polyuréthane. Voilà, là, elle a quand même repris meilleure figure. Et on va descendre d'un étage. Alors, en béton armé, on va regarder les éléments un par un. La tour Romani en 1950. Alors, sur la tour, c'est ce très beau béton dont je vous parlais. Il a une expression, il a une couleur de pierre, il a une expression de parement de pierre, il a des ciselures de pierre, mais les armatures ne sont pas très loin. On les voit affleurées par endroits. Elles éclatent des arêtes. Voilà. Donc ça va être un travail de préparation des bétons. Alors pour être rapide, mais pour en dire quand même un mot, d'abord il faut sonder toutes les parties maladhérentes afin de pouvoir purger toutes les parties jusqu'aux armatures corrodées. On dégage ensuite l'armature avec une place d'au moins 2 cm pouvant tourner autour et pouvoir la passiver avec un produit adapté. Les armatures vraiment superficielles, on les coupe vraiment trop amincies, on les coupe et on remet de nouvelles armatures. Retour à la tour en pierre de 1873. Alors si sur la hauteur du premier niveau du premier étage, les joints sont très dégarnis pour des raisons d'érosion à cause du vent, mais aussi parce que quand ce site a été abandonné dans les années 90, il y a eu de l'incivilité, il y a des feux qui ont été allumés au pied de la colonne, au pied de la tour, et ça a fait éclater des pierres. Et puis comme toujours, dans les chantiers de taille de pierre, il y a des pierres qu'on aurait dû laisser en carrière ou jeter, on les a quand même utilisées. Ce sont des pierres de mauvaise qualité et ce sont des pierres qui s'érodent. Ah, j'ai pas pu. Non, c'était un accident. Donc on va remplacer un certain nombre de pierres. Uniquement dans la partie du bas, là où elles sont très abîmées. Voilà, donc là les pierres remplacées sont ici. Hein, voilà. Ces pierres-là ont été remplacées. Mais c'est une belle construction, c'est bien construit, la pierre est de qualité. Il n'y a pas de problème sur la tour, autre que les problèmes du béton. Voilà, ça a été la première phase du chantier, de la statue au pied de la tour. Alors la chapelle, j'ai sauté l'esplanade, on le dira tout à l'heure. C'est ce qui est construit en dernier, à partir des années 1856-58. Donc, ossature, structure béton armé, remplissage de briques, et ces fameux enduits dont je vous parlais tout à l'heure, dont beaucoup ont été faits avec des sables comportant des sels.
Alors là, il n'y a pas de mystère. Je veux dire, on pique jusqu'à la maçonnerie, jusqu'à la brique, et on refait un enduit simple. Voilà les acrotères. Les coupoles, alors ça aussi, dans les années 50, c'était assez nouveau de faire des coupoles en béton armé. Jusque-là, on les faisait en briques. Hein. J'ai en tête Dame d'Afrique ou Saint-Augustin. On a des coupoles en briques, on a des doubles coupoles en briques, c'est-à-dire celle du dessous et celle du dessus. Là, il y a aussi double coupole, coupole et dôme. Hein. Coupole, quand on regarde par-dessous, on a une première coque. Dôme, quand on regarde par-dessus. Et ça, on a des photos, c'est un béton tout à fait empirique. Tout à fait empirique. Et vous voyez qu'on va réparer les armatures, mais on a des trous. Hein, on a des trous. Combien c'était endommagé. Voilà. Et la tour lanterne, la petite tour lanterne, le dôme, vont retrouver la fraîcheur. On va reprendre l'étanchéité. Mise en eau pour tester l'étanchéité. Hein. C'est pas de la pluie, c'est de la mise en eau des étanchéités. On va attaquer les façades avec donc des réfections d'enduit et une remise en peinture. Voilà, là, le sanctuaire est en train de retrouver une nouvelle présentation, une nouvelle fraîcheur. Avec la couleur du bloc qui a changé, alors, c'est Ouais. Alors, galerie et esplanade, on n'est pas en 56, on est en 50. Donc, structure en béton armé, ces fameux planchers avec toutes les poutrelles qui ont éclaté. Donc, on utilisera deux. Bon, ça, c'est la dentelle des acrotères. On va réparer, toujours avec la même technique. Alors, deux techniques, soit démolition des planchers, ça sera la grande terrasse au pied du grand mur de soutènement. On garde les poutres principales, on les répare et on va mettre un plancher neuf. Parce que vous voyez, par-dessous, il y a des voûtes. Hein. Oui. Donc, il est compliqué d'intervenir sur ces planchers, puisqu'on ne peut pas intervenir par-dessous. On ne peut pas étayer, hein, on ne peut pas intervenir par-dessus. Donc soit c'est la solution lourde, on démolit, on reconstruit, mais il n'y aura que ce plancher-là. Soit c'est pour toutes les terrasses, on va prendre un parti inverse. Vous voyez, on le voit ici. On va couler une nouvelle dalle en béton armé, c'est-à-dire qu'on va fixer sur le dessus du vieux plancher des connecteurs, ce qu'on appelle des connecteurs en fer résinés. Un nouveau ferraillage et une nouvelle dalle en béton armé. Ça veut dire que le vieux plancher en béton armé, celui qui est complètement éclaté, il est tenu par rang dessus, il ne s'effondrera pas. Il y aura bien quelques éclats de bris qui tomberont sur les voûtes. Il n'y aura plus menace d'effondrement. Et c'est le nouveau plancher qui, lui, supportera l'ancien et assurera le nouveau, puisque l'objectif, c'est qu'on puisse circuler sur ces terrasses-là. Hein. Ça n'était pas le cas jusqu'à présent, mais quand vous voyez la qualité, déjà en circulant sur l'esplanade, la qualité des échappées sur Audran, si vous montez d'un étage de plus, alors là on a des plongées inoubliées et sans obstacle. Étanchéité. Et puis, ce que je disais en commençant, toutes les teintes qu'on va utiliser, ce sont des teintes qui sont de la famille de la montagne. Vous avez vu la peinture générale de la chapelle. C'est une teinte qui a été choisie pour s'harmoniser avec la couleur dominante de la montagne. Là, on est dans les bétons de protection des étanchéités, puisque si on veut circuler sur l'étanchéité, il faut de nouveau la protection dure et que du béton. Et ben, on va chercher donc des cailloux, des granulats, du sable, pour formuler un béton qui, vu de dessus, soit dans la famille des teintes. Pourquoi vu de dessus? Parce que quand on est au fort, pour moi il est important, et qu'on a le sanctuaire de Santa Cruz en dessous,
Pour moi, il est important que la vue s'échappe sur la ville sans avoir une grosse tache blanche sous les yeux, une grosse tache brutale. Non, il faut que tout ça coule en matériaux et en teintes jusqu'au bas du paysage. Là, on en est au temps du coulage du béton décoratif. Alors la photo ne le montre pas très bien, mais vous voyez que la teinte de ce béton est une teinte harmonisée avec la montagne. On va reprendre toutes les voûtes aussi, toutes les voûtes, avec un rénovateur d'enduit, c'est-à-dire un micro mortier, qui va nous permettre de retirer des arêtes bien nettes. Voilà. C'était l'esprit de cette architecture-là. On n'était plus dans l'esprit 1873, on est dans les années 50, 60, c'est le mouvement moderne. Il n'y a plus d'encadrement aux fenêtres, il n'y a plus de frontons, il n'y a plus de modénature, il n'y a plus de décor. C'est une architecture de volume simple avec des arêtes nettes. Donc on a eu le soin à Santa Cruz de retracer des arêtes très nettes. C'est vraiment l'esprit de l'architecture, de cette architecture-là. Le grand mur soutènement de la route, il était en piteux état. C'est encore du béton. Regardez, il y a eu des éclatements de morceaux qui sont tombés, donc on répare. Et on va le mettre en teinte de façon à ce qu'il soit en continuité des grandes tours qui est à droite et à gauche. Ce mur, il ne fait pas partie du sanctuaire, ce mur il fait partie de la montagne. On a taillé la montagne pour intégrer le sanctuaire. Donc cette tranche de montagne, pour moi, elle doit être dans la teinte de la montagne. Il ne faut pas qu'on la... Voilà. On en est aux galeries. Et ça sera la dernière image. Elle nous dit que c'est presque fini, mais que c'est pas tout à fait fini, qu'il faut encore démonter les échafaudages. Voilà, c'est ma présentation. Merci beaucoup, monsieur. Beaucoup de choses. Donc, il y a une implication. Et puis, si j'ai pu retenir aussi, je parle sous votre contrôle, donc, monsieur le maître d'œuvre, l'importance du diagnostic et de la première phase. Parce que c'est à partir de là que tout découle, que les solutions vont venir. Et je pense que nous allons enchaîner dans cette séance par les questions ou bien les remarques de l'assistance. Donc s'il vous plaît, je demanderai juste à chacun de vous présenter à chaque fois, parce que si j'ai la chance de connaître et de reconnaître la majorité des personnes, je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde ici. Voilà. Je pense que M. Doyen avait quelque chose à dire. Juste, c'est pas pour offenser nos amis. Parce qu'il ne faut pas que l'architecte se limite à faire des conceptions de forme. Donc, et je pense, comme c'est complémentaire, comme je parlais aussi de la sociologie tout à l'heure, que tout est complémentaire dans le domaine de l'architecture. Et là, c'est un problème d'exposition. Et c'est beaucoup plus matériaux que matériaux, connaissance des matériaux. Voilà, connaissance des matériaux. Et j'ai une question concernant les barbacangs et des murs de soutènement. Je ne sais pas si nos amis architectes, beaucoup savent, les barbacangs ce sont les évacuations d'eau qu'on doit avoir derrière les murs pour diminuer les pressions sur les murs et tout ça, et pour conserver la qualité des matériaux. Est-ce que vous avez trouvé qu'ils étaient obstrués ou ils n'étaient pas obstrués? C'était ma question. Dans le grand mur de soutènement, il n'y en avait pas, c'est nous qui les avons percés. Ah, quelque chose. Et dans les murs en pierre, il y en avait très peu. Donc on a dégagé celles qui étaient obstruées et on en a créé d'autres. Parce que vous avez raison, on a déjà un tiers de la montagne au-dessus de nous. Moi j'ai deux petites questions.
Concernant la dalle que vous avez placée avec les prolataires, est-ce que ce n'est pas une surcharge importante pour la structure? Ça a été calculé par un ingénieur. on a fait des relevés, parce qu'il y a des poteaux en béton par-dessous. On a de gros poteaux là, qui ne sont pas en béton. Il y a un noyau en béton, et ensuite ils sont épaissis par de la brique. Donc on a fait un relevé de la section du poteau en béton et de ses armatures, et ensuite on a calculé qu'on pouvait effectivement recharger. Voilà, c'est ça. La deuxième question, c'est aux alentours, il y a eu des affaissements de terrain aux alentours de Saint-Pierre. Donc, je ne sais pas si vous avez tenu compte, vous avez remonté, il y avait beaucoup de choses. Il y a eu, pour moi, il y a eu très peu, au niveau de la construction, il y a quelques fissures. Ce sont des fissures horizontales. Ce sont des fissures du séisme, des séismes, au moment où la construction est secouée, et quand on passe du béton à la brique, quand on a des changements de matériaux, on a des fissures qui se forment. Mais je n'ai pas vu de fissures structurelles. Là, on avance dans le vide, on avance dans le vide, mais les quelques fissures qu'il y a sont horizontales. Il n'y a pas de fissure de tassement. Tassement, parce que vous êtes sur un socle c'est de la roche dure. C'est de la roche. Et surtout la roche, ils sont allés la chercher là où elle était. Il y a des poteaux de 4-5 mètres qui descendent, se poser sur le rocher. Et pardon, vous allez montrer une photo quand même. C'est intéressant. Quel était un petit peu le coût de l'ensemble de l'opération? Pour le cadre académique, qu'est-ce que vous avez trouvé pour Dupont? Comment vous avez exploité les informations de Dupont? Deuxième question, quelle était votre approche? Qui pour vous Dupont, excusez-moi? Le premier slide de représenter les écrits de Dupont. Ah oui, d'accord, oui, tout à fait. Oui. Deuxième question, c'est-à-dire quelle était votre méthodologie d'approche? L'école de restauration française, italienne. Et autre question, comment va être publié, s'il y aura une publication sur l'ensemble de l'opération pour le transmettre à nos chers étudiants? Et la dernière question, c'est quels étaient un petit peu les choix, je parle de couleurs, de choix, des orientations de maître d'ouvrage et de l'évêque Doron. Je vous remercie infiniment. Je remercie M. Taharaoui, notre cher confrère, pour la journée. Merci. De laboratoire, c'est le temps des sondages, sondages en reconnaissance des fondations, sondages les Antilles. Donc c'est un travail d'environ 6 mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette colline, elle est classée au titre des paysages. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la petite chapelle de Santa Cruz est classée au titre des monuments historiques. Donc j'ai suivi tout le déroulé de la réglementation algérienne jusqu'à présenter toutes mes études, tout le dossier au ministère de la Culture. Voilà. J'ai rencontré M. Bouteflika, que je connais depuis quelques années. Mourad, il faut préciser. Oui, mais quand on parle de la culture, oui, Mourad Bouteflika. Que je suis tombé d'accord pour toute la polychromie. Pour toute la polychromie. Le monument avait été peint et repeint en blanc. Bon, et c'est avec eux qu'il a été convenu que ce monument devait s'insérer au mieux dans l'harmonie de la colline. Voilà. Et donc jusqu'à la publication, effectivement, il faudra que j'aille jusqu'à la publication. Voilà. Je n'ai pas encore choisi. Donc on peut dire peut-être la réponse. Donc pour le montant du chantier, il est de la population oranaise. Parce que malgré, je suis tout à fait d'accord, une approche d'architecte, que la montagne a été agressée, mais cette agression date depuis 60-70 ans. Non. En fait, la première couleur était dans ces teints. Alors, c'était dans ces teints-là, c'était dans des zones. Après, il y a eu plusieurs couleurs. Il y a une qui était on a fait la stratification des teints. Voilà, il y a plusieurs teints. La couleur blanche, je ne sais plus c'est qui.
La couleur blanche, elle est de 2004. Voilà, c'est la venue du président Jacques Chirac, et alors on a tout passé à la chaux. Voilà. Donc c'était pas du tout. Et nous, par exemple, on ne peut pas rénover un monument historique sans revenir quand même à ce qui était l'esprit initial. Donc on est revenu à l'esprit initial. Voilà. C'est ça la raison. Parce que, bon, à ma mémoire, la chapelle a été toujours visible par une couleur claire. Elle est claire. Oui, justement. Parce qu'il y a une mémoire, il y a un vécu qui s'installe, il y a un repère dans la vie des Oranais. Moi, ma question, est-ce que vous avez au moins fait participer les populations d'Oran dans vos choix? Elle est claire. C'est-à-dire Parce que je sais que physiquement, elle appartient, je ne sais pas quoi, à votre institution, mais culturellement, le patrimoine, il appartient à la ville d'Oran, à sa population. C'est une question juste, c'est pas une question piège, hein. C'est juste pourquoi ce choix, c'est peut-être, ça ne va pas donner dans notre vécu en tant qu'Oranais. Vous trouvez Vous l'avez vu? Non, je n'arrive pas à la visionner maintenant, parce que voilà. Non, quand vous la verrez clair, c'est-à-dire que là, pour le coup, il y a simplement des périmètres. Et donc, moi je parle du bâtiment. Le bâtiment. Oui, le bâtiment est dans le périmètre. On est dans le périmètre. Et dans le périmètre. Donc on n'a pas le choix là-dessus. On a fait la photographie des mais je sais pas, bon, je fais appel, hein, peut-être que j'arrive pas à avoir du recul, mais je fais rappel en tant qu'Oranais. Moi j'ai 54 ans, donc depuis que j'étais gosse, pour moi la chapelle était toujours avec une couleur claire. C'est celle-là. C'est celle-là. J'espère qu'on a gardé les mêmes nuances. Parce que quand on parle de couleur sable, comme j'ai fait le sud, donc ça, dans mon image, c'est les bâtiments du sud. Et j'ai peur qu'elles disparaissent de ma vue, telle que je la connais depuis toujours. Elle a retrouvé la couleur de votre enfance. Tout à fait. On va voir, une fois que vous finissez. Je vous remercie. Pour l'exposé, je pense que le maître il a mis en valeur beaucoup plus la faiblesse du matériau de construction utilisé dans cet ouvrage. Mais je pense qu'il y a un aspect auquel vous n'avez pas fait référence, j'aimerais bien que vous le précisez, surtout dans la phase diagnostique, parce que les architectes algériens aujourd'hui, ils sont soumis à cette contrainte, à savoir celle des études parasismiques. Parce que le service européen de contrôle algérien tient beaucoup compte de cet aspect dans le niveau social. Est-ce que vous avez été en consultation avec cette institution ou bien avec les ingénieurs qui ont travaillé avec vous, vous ont confirmé que la forme architecturale et les matériaux utilisés sont suffisamment, c'est-à-dire dimensionnés et conçus de manière à résister aux secousses sismiques, surtout Oran, situé quand même dans une zone à haute sismicité? Alors oui, j'ai travaillé avec un ingénieur spécialiste et au sommet de la tour, au sommet du clocher, le clocher du campanile, à travers, quand on était par-dessous, c'est une voûte en pierre, et les pigeons passaient à travers les joints de pierre. On voyait le ciel à travers les joints de pierre. Donc on avait là un édifice qui était en péril, pas d'effondrement général, mais d'effondrement de certaines parties. Donc c'était un énorme travail à Madame d'Afrique. Donc arrivant à Oran, spontanément, j'ai interrogé cet ingénieur-là pour lui demander qu'est-ce que tu en penses, et d'ailleurs on lui a payé le maître d'ouvrage lui a payé un diagnostic. Donc il a regardé la tour. Il y a des séismes depuis 1873, il y a beaucoup de séismes à Oran et la tour n'a pas bougé d'un centimètre. Quant à l'ensemble des années 1950, c'est quand même assez positif puisque c'est de l'ossature béton, donc poteau, poutre, béton, remplissage briques, mais en simple rez-de-chaussée. Donc c'est une boîte qui est très raide. C'est une boîte qui est raide, solide, mais c'est vrai qu'elle peut un petit peu se fissurer. Voilà. Mais il n'a pas été décidé par le maître d'ouvrage de confortement parasismique, comme on en avait fait à Notre-Dame d'Afrique. Au cours de l'ouvrage, qu'est-ce qui a pris la plus grosse part de ce coût
C'est-à-dire quelle partie des travaux, quel corps qui a pris le plus gros rôle? Ça, la première question. Deuxième question, j'ai cru comprendre qu'il y avait installation de laboratoire parce que vous aviez envoyé des échantillons pour le laboratoire. Est-ce que le laboratoire était installé sur place ou ailleurs ou à l'étranger? C'est ça une question. Et une question, je pense, qui intéresse tout le monde, surtout nos étudiants et surtout pour les futurs professionnels. Bon, ça, je ne connais pas. Quel prérequis ou bien quelle formation est-ce que vous avez fait déjà avant de pareils travaux, c'est-à-dire des travaux similaires en France ou ailleurs? Et enfin, j'enchaîne pour sa question parce que ça bifurque directement sur la responsabilité de ces travaux. Parce que là, c'est vrai, un temps T, dans 3 mois, vous allez livrer cet ouvrage, mais après, s'il y a quelque chose d'un passant, quelque chose d'un accident, bon, je sais pas, un truc, ça peut toujours arriver. Est-ce que dans les contrats, est-ce que dans... Bon, ici, je sais qu'il n'y a pas de texte. Est-ce que vous avez, par rapport à ce que vous avez fait, ou bien par rapport à ailleurs, est-ce qu'il y a un texte genre responsabilité décennale ou responsabilité... À qui ça appartient la responsabilité? Je vais commencer par cette dernière question. Oui, comme professionnel, je suis assuré en responsabilité civile et décennale. Oui, l'entreprise est assurée également. Mais ce n'est pas elle qui a fait l'ouvrage, elle a réparé. C'est-à-dire c'est là, parce qu'il y a un jeu là. Parce que la responsabilité, bon, les textes algériens, la responsabilité, pardon, je coupe, la responsabilité incombe à celui qui a fait l'ouvrage et le concepteur. Oui. Mais là, c'est une réparation. C'est pas très simple. C'est une maîtrise d'œuvre. Par rapport au texte, c'est une maîtrise d'œuvre. Allez-y, monsieur. Ça, c'est relatif. Tu as fait comme rénovation qui t'ont amené ici. On n'a pas parlé, je ne sais pas. Moi, mon cursus, ça a été de. Comment dire, je suis un architecte français. J'ai fait de l'histoire de l'art. J'ai une expérience de restauration des patrimoines anciennes. Pour la seule Algérie, j'ai restauré Notre-Dame d'Afrique, j'ai restauré Saint-Augustin. Pour Marseille, pour regarder des gros projets, j'ai restauré Notre-Dame de la Garde. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu la chance d'intervenir sur des monuments importants où j'ai pu décliner toutes les techniques. Je donne un exemple très simple. Notre-Dame de la Garde à Marseille, c'est un énorme chantier de taille de pierre. Notre-Dame d'Afrique à Alger, c'est un chantier de patrimoine et de confortement parasismique. Saint-Augustin, c'est un énorme chantier de vitrail. Notre-Dame de la Garde à Marseille, c'est un énorme chantier de mosaïque, de stuc marbre. Voilà, donc dans mes chantiers successifs, tant en gros œuvres, structure que dans les arts du décor, j'ai eu la chance de travailler sur tous les arts du décor du XIXe siècle. Vitrail, stuc marbre, mosaïque, et ainsi de suite. Alors l'intérieur, c'est quoi? C'est uniquement la petite chapelle qui n'a pas été dans le champ de ma mission. Moi, j'avais une mission sur la tour, sur l'esplanade, sur... Les galeries. Les galeries, je ne connais pas le bâtiment de l'intérieur. Je ne sais pas s'il y a des fresques, des vitraux, des machins comme ça, mais est-ce qu'il y a eu une action? Alors, il y a une action. Effectivement, c'est un chantier séparé avec une autre entreprise et avec, voilà, c'est une autre logique donc, qui est en train de se terminer lui aussi, qui se terminera à peu près au même moment. Alors il faut venir, donc effectivement c'est important, c'était une chapelle qui était en béton brut, extrêmement dépouillée, pas terminée, parce qu'en fait je crois que
l'un des intérêts, y compris architecturalement et historiquement, de ce chantier, c'est qu'il a toute une histoire, comme ça a été retracé, depuis 1849 jusqu'à 1962, où en fait, la chapelle n'est pas achevée. Il n'y a jamais eu, par exemple, non seulement de vitraux, mais il n'y avait même pas de vitres. Le béton est un béton qui n'était même pas enduit, qui était juste peint. Il y a beaucoup d'endroits, même à l'extérieur, qui n'ont pas été terminés, c'est intéressant de le voir. Ce qui est intéressant dans cette rénovation, c'est que effectivement, l'enjeu, c'est pas simplement de remettre à l'identique, c'est aujourd'hui de faire un pas de plus. Et la chapelle a été profondément transformée à l'intérieur. On s'est senti effectivement très libre, parce que là, on était dans un élément couvert, donc on n'était pas touché par la question des contraintes justement des monuments historiques. On a fait tout des systèmes d'arches à l'intérieur, enfin, on l'a changé pour qu'aujourd'hui aussi elle fasse sens. Et l'intérêt finalement, c'est qu'il y avait un énorme podium qui défigurait énormément l'esplanade, qui était un podium qui était fait pour dire la messe. Parce que c'était en fait, cette grande esplanade, c'était comme une église à ciel ouvert pour recueillir beaucoup de monde. Il était très abîmé, et nous, il nous semblait, et c'est là le point que je voulais aborder, mais je trouve que c'est important pour les architectes, il nous semblait qu'il fallait enlever ce podium, parce que maintenant il n'avait plus raison d'être, on ne dit plus des messes ici, et pour retrouver un très beau quadrilatère et reconstituer ce très beau dallage. Et voilà qu'on a fait quelques sondages, ça n'a pas été suffisant, les sondages n'ont pas été suffisamment clairs, et quand on a enlevé ce podium, on est arrivé sur toute une grosse masse rocheuse. Qui était là parce que beaucoup de roches avaient été, pour créer cette esplanade, avaient été enlevées, et sous le podium, elle était restée. Et c'était la masse rocheuse sur laquelle était posée la toute première église. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse cette masse rocheuse comme ça? Est-ce qu'on la supprime? Et finalement, c'est là où il faut avoir un bon architecte. Il faut être un bon architecte, il faut avoir une idée. Et ce qui a été fait, alors je ne sais pas si on peut revenir à la première chose. On garde au sol la trace de l'ancienne chapelle et on garde sur la façade de la tour la blessure de l'ancienne chapelle, c'est-à-dire l'endroit où la voûte de l'ancienne chapelle était engravée dans la tour. Et on a refait un podium, donc il y a maintenant un petit podium qui est exactement l'emprise de la toute première chapelle. Et je ne sais pas si vous avez vu la première photo qu'on a montrée où on fait une toute petite chapelle sur des rochers. Et bien on a retrouvé là. Et bien les rochers sont à nouveau là. Et en fait ce podium-là, il est redessiné. Et ça, et ben, c'est ce que peut apporter de plus à un moment un architecte qui tout d'un coup, alors on est dans la logique finalement, on fait réapparaître pour aujourd'hui un élément qui avait complètement disparu, qui était noyé dans un énorme podium qui était laid, et voilà. Et maintenant, l'intérêt, et ça va être tout l'enjeu, ça va être de faire vivre ceci. Donc de faire vivre dans le contexte de la vie d'aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu plein d'histoires successives. Chaque période a apporté son élément. Et finalement, cette restauration, elle est tellement importante qu'elle le transforme aussi. Et maintenant, ce qui va vraiment le transformer, c'est comment on va le faire vivre. C'est la question qui va se poser pour Oran, parce que évidemment, c'est une restauration qui n'est pas pour les besoins de la communauté chrétienne, si on n'en a pas besoin. 9,8 ou 9 personnes sur 10 qui viennent sont des Oranais, Algériens ou étrangers, mais enfin, voilà, musulmans, et ça a du sens. Et par exemple, alors, l'un des éléments tout à fait nouveaux, ça va être tout le dessus des galeries, qui va être maintenant une promenade publique, c'est-à-dire qu'on double la superficie, grâce à ces travaux, la superficie utile pour les visites. Voilà. Et maintenant, il faudra le faire vivre, mais c'est ça qui est intéressant. Donc l'intérieur de l'église, il est effectivement essentiel aussi, parce qu'on a besoin de pouvoir y rentrer. Alors malheureusement, peut-être que les gens ne verront pas tout ce que vous avez vu là. Maintenant, plus personne ne le verra. C'est un bâtiment, et c'est la pauvreté du métier d'architecte et du métier d'ingénieur du génie civil, c'est que quand c'est bien fait,
on voit plus que ça a été fait. Voilà. Ça fait partie de l'évidence. C'est normal. C'est l'évidence. Et ils vont dire, ah bah tiens, voilà, ce qui m'énervera, mais je me suis préparé depuis 4 ans, c'est d'entendre des gens dire, c'est bien, vous avez repeint. Voilà, personne ne verra à faire. Mais ils verront peut-être l'intérieur de la chapelle qui était effectivement sur le budget très peu de choses, parce qu'effectivement c'est simplement un intérieur, mais c'est relativement petit. C'est peu de choses, mais ça sera bien. Justement, j'ai eu l'occasion de visiter Santa Cruz, c'était la première fois il y a 7 ans, en compagnie de Mme Saïen Karim, l'ex-compagne de Fernand Lyon, et on a visité les lieux, c'était dans un état de dégradation très avancé. On a visité les lieux, etc. Mais ce que j'ai remarqué à travers votre présentation qui est remarquable, qu'il y a un travail de restauration, de rénovation également magnifique. Et est-ce que, ma question, est-ce qu'il y a possibilité d'une visite guidée pour voir avec un nouveau regard? C'est ça ce que je voulais savoir. Merci. Je pense que Madinati va organiser une visite et on fera une visite. Non, ça c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus Bel Horizon avec le diocèse. Donc nos amis de Bel Horizon, je pense qu'ils vont le faire. Et après, M. Xavier David, à l'occasion de chaque visite, très souvent il ouvre le chantier. Ce qui est, c'est que justement, qui nous a attirés dans la démarche de l'architecte, c'est qu'il a ouvert le chantier pour des stagiaires et aussi pour de jeunes architectes et de jeunes étudiants. Ça a été le déclic. C'est d'où notre intérêt en tant que publication par rapport à ce travail. Donc c'est beaucoup plus, avec beaucoup de plaisir tout à l'heure, la conclusion donc, de M. Lévesque, c'est que le projet, une fois rénové, va sortir et va dépasser sa dimension culturelle pour aller chercher une autre dimension qui est beaucoup plus culturelle, qui est dans la vie de tous les jours, et des Oranais et des visiteurs d'Oran. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qui va renforcer encore plus ce site, qui est un site classé paysager, et qui va renforcer un petit peu la pratique de la montagne du Mourjajou. Parce que souvenez-vous, pour ceux qui se rappellent, les Oranais, les habitants, et même les habitants d'Oran, étaient à un certain moment privés de visite. Donc là, on reprend avec beaucoup de plaisir cette dimension culturelle pour certains, culturelle pour ce paysage qui porte beaucoup de signification et beaucoup de symbolique dans la vie des Oranais. Je pense qu'il est 19h15. Notez bien que le défi a été relevé et que nous allons, je pense, Mme Anous, vous serez d'accord avec moi, que nous allons faire partie du Guinness universitaire. Une conférence qui se termine à 19h15, on n'a pas vu voilà. Séminaire. On parle et surtout, bien sûr, l'université Augusto et aussi le conférencier qu'on a épuisé. Désolé, mais ça a été un réel plaisir de partager avec vous. Je suis très heureux de terminer cette journée par cette petite conférence parce qu'elle me montre combien les étudiants, mais plus largement les Oranais, sont intéressés par la restauration de Santa Cruz et plus généralement la restauration du patrimoine. Il y a aujourd'hui une véritable attention, une véritable sensibilité dans le monde algérien, de la culture en particulier, pour la préservation et la restauration de son patrimoine. Et cet exemple de Santa Cruz est excellent parce que ça ne s'est pas fait d'une façon isolée et abstraite, ça s'est fait en relation avec les associations, ça s'est fait en relation aussi avec Madinati, puisque Madinati est né au moment où le chantier était à peu près à son milieu, et pourtant Madinati s'est intéressé à Santa Cruz.
Et ça reste pour nous un excellent souvenir parce que ça a permis à cette restauration de prendre sa place dans un panorama beaucoup plus large de l'architecture en Algérie.